Dans l'actualité de ce mercredi, le projet de modernisation et de sécurisation des titres de transport et de la réimmatriculation des véhicules est en marche. Plusieurs étapes du processus ont été franchies. Le ministre du Transport annonce déjà la délivrance de milliers de nouvelles cartes grises et de nouveaux permis de conduire. Le point dans ce journal. Les commerçants et le maire de l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso à couteau tiré sur les modalités de construction du nouveau marché de Sarfalao, alors que l'expiration du délai pour le déménagement des commerçants sur le site provisoire approche. La tension reste palpable. Surtout, Justin Dabiré a rencontré les deux parties. C'est le dossier de ce 19h30. Et puis, le circuit du Tour du Faso 2019 dévoilé ce matin. 10 étapes sont au programme avec une étape qui passera par le Togo, un circuit qui sera long de 1205 km. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Vous les avez peut-être déjà aperçus, des véhicules avec des plaques d'immatriculation de couleur jaune circulant dans Ouagadougou et en région. Elles sont au nombre de 5700 nouvelles cartes grises qui ont été ainsi délivrées pour plus de 20 000 quittances. À cela, il faut ajouter les plus de 1000 nouveaux permis de conduire délivrés. Le processus de sécurisation des titres de transport et de réimmatriculation des véhicules est en pleine phase d'opérationnalisation. Le ministre en charge des Transports a fait le point ce matin sur l'état d'avancement du projet. Reportage Rémi Lambert-Nédier. Les plaques jaunes sont de retour dans la circulation, dit-on. Mais pas que. Il y a également d'autres de couleur violet, en plus du vert, du bleu et du rouge déjà connus. La mise en circulation des nouvelles plaques d'immatriculation est effective depuis le 9 juillet dernier. Cela a été précédé par la délivrance de nouveaux permis de conduire depuis mi-avril 2018. Mais tout cela, à quelle fin? Au sein de l'opinion publique, il s'agirait encore d'une de ces stratégies de l'État pour renflouer ses caisses. Mais pour le ministère en charge des Transports, initiateur du projet, il faut bien voir au-delà. C'est vrai que nous avons besoin d'argent parce que les problèmes de notre pays sont aujourd'hui nombreux, mais ce n'était pas pour cela. Ce n'était pas pour cela. C'est plutôt une base considérable de, de considérations techniques, mais aussi de considérations sécuritaires. Des considérations sécuritaires liées au contexte du terrorisme actuel, mais aussi au nombre de démantèlements de faussaires de cartes grises et de plaques d'immatriculation. Quant à la considération technique, elle paraît plus être une contrainte absolue. Le système qui avait été mis en place depuis 1995 a été mis en place pour tenir pendant 10 ans. Nous sommes allés 25 ans. Le système était, comme on dit, était épuisé, obsolète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour donner un numéro, il fallait jongler et composer des numéros. Et le système sécuritaire l'exigeait parce qu'il fallait qu'on se sécurise et qu'on soit crédible vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis donc des pays étrangers. Le nouveau système permet l'établissement de plus de 61 millions de plaques d'immatriculation, de quoi couvrir largement la demande nationale sur plusieurs générations. Et pour connaître les multiples autres qualités et avantages liés à l'usage des nouvelles plaques d'immatriculation, il faut bien ces publicités. Le design est très bien aussi, parce que quand vous mettez ça dans un véhicule, si vous n'avez pas l'habitude de laver votre véhicule, vous êtes obligé de laver, rien qu'à cause de la plaque. C'est vraiment très joli, c'est visible de très loin, donc on est obligé de laver le véhicule pour ressembler au moins à notre plaque d'immatriculation. Mais il y a aussi les délais. Vous savez, on prenait beaucoup de temps pour faire une carte grise. Les délais moyens, c'était combien? 2 mois, 1 semaine. Quand vous avez 1 semaine, c'est vraiment l'exploit. Mais lorsque nous allons eu ce processus, le délai va être vraiment ramené à une histoire de jours. 48 heures, c'est ce que nous pensons. Et nous allons tenir dans les délais. Tous les usagers d'engins à plaque d'immatriculation ont donc jusqu'à l'horizon 2023 pour se mettre à jour. Quant aux frais de prestation, ils connaissent une légère hausse. Le tarif, aujourd'hui, intègre le coût des timbres qu'on était obligé d'acheter et de poster. C'est un coût qui intègre tout cela, qui nous permet de pouvoir rester dans une limite, cependant, d'augmentation, en ce qui concerne donc, les documents administratifs, une augmentation de 0 à 9%. C'est le prix de la plaque
qui est véritablement en hausse. Parce que déjà, cette plaque, quand vous la voyez, vous savez qu'elle a été vraiment sécurisée. Le prix de revient de la sécurité a augmenté, en tout cas le coût d'acquisition des plaques. Le ministère en charge des Transports envisage une campagne massive d'établissement de ces nouvelles plaques d'immatriculation dans les mois à venir. Les formulaires de demande sont disponibles en ligne et le ministère envisage également à long terme le paiement des frais d'établissement en ligne. Le ministre en charge des Transports que nous retrouvons encore une fois ici, cette fois-ci à cet exercice de bilan du cadre sectoriel de dialogue, commerce et services marchands, Vincent Dabilgou, qui parle d'un bilan à mi-parcours satisfaisant et ce, malgré un contexte difficile lié à l'insécurité ambiante. Alexis Belebnaba, Rémi Lambert-Nibier. À mi-parcours 2019, les indicateurs du cadre sectoriel du dialogue commerce et services marchands affichent un taux de réalisation de 51,6%. Malgré un contexte difficile avec la forte dégradation sécuritaire, le rapport élève des résultats satisfaisants selon Vincent Dabilgou, ministre en charge des Transports. Quand on regarde le dossier, on voit que nous avons en fait un bilan satisfaisant parce que nous avons 51,6%. Je crois que c'est une très bonne chose parce que c'est un bilan satisfaisant et nous pensons que les 6 mois qui nous restent, nous allons redoubler d'efforts pour pouvoir vraiment donner notre part de contribution forte donc, au PNDS à travers donc, notre CSD. Notre CSD est un CSD qui donc regarde un peu le secteur tertiaire au niveau commerce, au niveau transport, au niveau de l'économie numérique. C'est l'ensemble donc des secteurs qui concourent donc à des emplois décents, mais aussi qui concourent à redynamiser l'économie nationale. Le rapport de performance du cadre sectoriel du dialogue à mi-parcours permet une bonne analyse du secteur et certainement de guider les efforts attendus pour le reste de l'année 2019. Nous devons continuer à engager les réformes. Quand je parle du commerce, je pense par exemple à notre classement au Doing Business, qui est donc un classement que nous voulions donc renouer donc avec notre capacité, la capacité de notre pays à se reclasser donc dans la sous-région africaine. Mais aussi dans le domaine du transport, vous savez que nous sommes engagés dans une forme donc de modernisation des types de transport, mais nous avions donc l'activité principale qui est notre capacité à respecter le règlement 14 à travers l'approvisionnement donc des produits que nous transportons par donc les camions poids lourds et notre pays doit donner une contribution forte à notre respect donc, du règlement 14. Au niveau de l'économie numérique, nous sommes en train donc, de nous engager pour faire en sorte que chacun, où qu'il se trouve dans notre pays, puisse avoir un accès à un débit très fort au niveau Internet. Voilà donc beaucoup d'actions, beaucoup d'enjeux aussi. Et nous pensons que dans les 6 mois qui viennent, nous allons pouvoir faire un meilleur bilan pour pouvoir vraiment donner une forte contribution donc, à l'économie nationale. En matière de gestion de la fraude, le gouvernement a mis en place un dispositif d'alerte à travers des numéros verts fonctionnels et étendus à l'ensemble des 13 régions du pays. Un dispositif qui a permis d'enregistrer 30 plaintes liées aux pratiques illicites de commerce. En plus, 2 plateformes électroniques ont été mises en place visant l'accroissement des flux commerciaux intra- et extra-régionaux et l'amélioration du cadre des affaires. Autre chose à présent avec le procès du putsch manqué de septembre 2015 et la suite de la plaidoirie de la défense. L'avocat des accusés Abdul Nafion Nebié et Amadou Zongo était à la barre ce matin. Maître Alexandre Sandoudi, qui avait introduit une requête hier demandant que le Conseil constitutionnel soit saisi pour trancher sur la légalité du régime de la transition, eh bien, le président du tribunal a rendu le délibéré au cours de l'audience de ce 14 août. Le résumé avec Roméo Koeta. La saisine du Conseil constitutionnel faite par Maître Alexandre Sandoudi, l'avocat des accusés Nebié Abdul Nafion et Zongo Amadou, a été rejetée par le tribunal militaire. Seydou Ouedraogo et ses collaborateurs ont estimé que la requête ne met pas en cause une loi, mais plutôt la qualification d'un régime. Et de ce fait, elle ne peut pas être transmise au Conseil constitutionnel. En rappel, Maître Sandoudi avait voulu saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la légalité du régime de la transition. Il dit prendre acte de la décision du tribunal militaire, mais garde toujours le même avis.
parce que selon lui, on ne peut pas faire un coup d'État sur le régime de la transition qu'il considère comme un régime illégal au regard du mode d'accession des autorités qui l'ont dirigé au pouvoir. Il pense d'ailleurs que les bases d'un procès équitable ont été violées dans ce procès. Il déplore le fait que le parquet, qui devrait dans un procès pénal apporter la preuve de la culpabilité des accusés, leur a plutôt demandé de faire la preuve de leur innocence comme s'ils étaient déjà condamnés avant d'être jugés. Concernant ses clients, Nebié Abdoul Nafion et Zongo Amadou, accusés tous deux de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtres et coups et blessures volontaires, complicité de dégradation aggravée de biens. L'avocat indique que les faits qu'on leur reproche ont été commis après que le coup d'État ait été consommé. Pour lui, à partir du moment où ils n'ont fait partie ni de la planification ni de l'exécution du putsch, Nebié Abdoul Nafion et Zongo Amadou ne peuvent pas être poursuivis pour attentat à la sûreté de l'État. Pour ces deux clients, contre qui le procureur militaire a requis 25 années de prison ferme, il plaide l'acquittement. À défaut, il demande au président du tribunal une peine réduite avec sursis afin de leur permettre de se réinsérer dans la vie socio-professionnelle. C'est une étude qui place le Burkina Faso en pole position. Les conclusions sur l'analyse de l'économie politique, du secteur des droits à la santé sexuelle et de la reproduction menées dans 5 pays ont été livrées par l'ONG Ebenezer International. Les détails de Arsène Konditamde. De l'étude menée sur l'analyse de l'économie politique du secteur des droits à la santé sexuelle et de la reproduction, il ressort que le Burkina Faso est un bon élève en la matière. Le pays est celui qui fournit le plus d'efforts pour la santé dans son budget, avec près de 12%, et celui qui a le plus faible taux de mortalité maternelle et infantile. De même, il est celui qui se rapproche le plus par ses actions des engagements du partenariat de Ouagadougou sur la santé sexuelle et de la reproduction. Le Burkina vraiment est un modèle. Et sinon, lorsqu'on analyse un peu les éléments de performance programmatique, lorsqu'on analyse les indicateurs clés, les index qui ont été donc utilisés dans le cadre donc, de cette étude, on se rend compte que le Burkina tient la tête sur les 6 pays d'intervention. Et comme je l'ai dit, ce modèle, il faut travailler quand même à garder donc, les acquis du modèle. Il ne faut pas baisser les bras. Et surtout au niveau de la société civile, que les questions de veille soient toujours des questions, je dirais, assez soutenues pour que le pays travaille à respecter pleinement donc, ses engagements. L'étude a été menée dans 6 pays, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Malawi, le Zimbabwe et la Guinée. L'étude révèle que les niveaux d'engagement sont différents en fonction des États en ce qui concerne les droits à la santé sexuelle et de la reproduction. Vous allez voir que le Burkina est beaucoup plus performant sur certaines questions, tandis que lorsque vous prenez la Guinée ou bien le Mali, il y a des questions qui restent toujours des vrais défis. Lorsque vous prenez par exemple la question des violences basées un peu sur les genres, les questions de l'excision, vous avez des taux très élevés dans certains pays et ce n'est pas tellement le cas au Burkina. Vous avez des pays qui sont à 80% de pratique. Je pense que ça donne un peu un miroir sur la réalité régionale en matière de DSSR. Cette étude ne se limite pas qu'aux questions de planning familial, mais prend également en compte les questions de violence basées sur le genre, la législation et le financement alloué par les différents États. Elle recommande entre autres de renforcer le rôle de veille des organisations de la société civile et renforcer l'ancrage institutionnel de la santé et de la reproduction en respect aux engagements de Londres. Le dossier de ce journal maintenant, et il nous mène à Bobo-Dioulasso, où la tension est en train de monter entre le maire et les commerçants de l'arrondissement 5 de la ville. Au centre de l'affaire, la construction d'un nouveau marché, celui de Sarfalao. Les commerçants ne seraient pas d'accord avec les prix d'acquisition des boutiques et hangars du futur marché fixé par la municipalité. Cette dernière, eh bien, campe sur sa position. C'est donc le blocage, alors que la date butoir pour le déménagement sur un site provisoire afin qu'ils commencent les travaux approche. Surtout Justin Dabiré. Marché de Sarfalao à Bobo-Dioulasso. Il date de plus d'une trentaine d'années, construit sous la révolution burkinabé. En 2016, le conseil municipal de l'arrondissement 5, dirigé par le maire Christophe Sanou, décide de reconstruire le marché avec une bonne dose de modernisme. Les coûts d'achat des boutiques et des hangars dans ce marché à la fin des travaux
vont osciller entre 435 000 et 6 392 000 francs CFA en fonction de la superficie. Et c'est là le souci pour les commerçants, ils trouvent ces coûts trop élevés. Nous, on l'a dit, le marché, on est d'accord qu'on construit. Mais quand le prix soit à notre niveau, parce qu'ici au marché, on ne vend que des feuilles, des tomates, des oignons. Il n'y a pas de boutique, grande boutique dedans. Il nous dit non, il n'y a pas de problème. Le prix ne nous dépassera pas, quoi. On va s'entendre sur les prix. Entre-temps, il vient nous donner un papier. Le prix, il y a 6 millions et quelques, 7 millions et quelques les boutiques. Les moins chers, là, c'est 400 et quelques mille. Nous, en vendant des feuilles, est-ce qu'on peut avoir 400 000 francs avec le délai qu'il nous a donné de payer? Les commerçants auraient 18 mois pour faire les souscriptions. Alors commence une série d'actions pour ramener les autorités municipales à de meilleurs sentiments. Marche de protestation, tentative de dialogue, mais toujours rien. Du côté du maire, la version des faits est tout autre. Pour présenter le plan, on les a invités, ils sont venus. On a exposé le plan, ils ont tous regardé. Ensuite, il y a eu l'étude de faisabilité. Quand c'est prêt, on les a conviés encore, ils sont venus, on a échangé. En même temps, on a donné le prix par boutique et par hangar. Il y en a qui ne comprenaient pas, mais quand on les a expliqués, après, ils ont fait une délégation, les mêmes vendeuses-là ont fait une délégation pour venir présenter leurs excuses qu'ils n'avaient pas compris. Il n'y a pas d'entente. Mais il veut faire quoi aux gens, aux uns aux autres, qu'il y a eu entente en ce qui concerne la Constitution. Non, c'est faux. Nous avons tout fait pour que nous ayons le dialogue qui va mettre la Constitution du marché dans une position propre. Mais on a tout fait, on n'a pas pu. Dans le cadre de la construction du marché de Safalao, le conseil municipal a aménagé un site provisoire pour les commerçants. Ce site est jugé inapproprié car c'est une zone inondable selon les commerçants. L'endroit aussi qu'il nous a donné d'aller là, c'est impossible. On ne peut pas s'asseoir là-bas. Il y a beaucoup d'eau. Il n'a qu'à venir, on n'a qu'à dialoguer. Au lieu de nous chasser, en tout cas pour nous chasser, on n'est pas d'accord. Peut-être qu'il va venir nous chasser par force. Sinon, en tout cas, on n'est pas d'accord pour quitter le marché. On va quitter pour aller où? Pour manger quoi? Le dialogue, c'est aussi la porte de sortie proposée par le maire qui se veut néanmoins ferme sur la question de la construction du marché à Safalao. Aujourd'hui, nous, on est prêts, on veut dialoguer. Nos portes sont grandement ouvertes, nuit et jour, pour qu'on puisse dialoguer. Nous, aujourd'hui, en tant qu'élus, je peux dire que c'est grâce à eux que moi je suis à la mairie ici. Parce que c'est eux qui ont voté les conseillers, et les conseillers venus à la mairie ici qui m'ont élu. Donc, je peux dire que c'est à cause d'eux que je suis ici. Moi, je ne peux pas travailler contre eux. Donc, ce que je veux, que nous soyons sincères l'un envers l'autre. Sinon, ce qui est sur le marché du secteur 17, nous, on va la construire. Ça, il n'y a rien à faire, on va construire le marché. Les commerçants du marché de Safalao ont jusqu'au 15 août 2019 pour quitter les lieux selon l'ultimatum qui leur a été donné. Un ultimatum que ces commerçants ne comptent pas respecter si le prix et le délai de paiement ne sont pas rediscutés et revus pour trouver un consensus, disent-ils. La suite de la tournée du FPDCT dans les régions du Burkina, la délégation du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales s'est rendue dans l'Est, le Sahel, le centre-sud et le centre-nord pour visiter les infrastructures que le Fonds a contribué à réaliser. Abdourazak Traoré. Les investissements du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales s'étendent à l'ensemble des régions du pays. Malgré la situation sécuritaire délétère dans la région du Sahel, depuis quelques années, les transferts de ressources sont allés bon train. Plus de 4,4 milliards de francs CFA entre 2011 et 2018 ont été investis. Parmi les réalisations, une maison de la femme à Bani. L'infrastructure était plus qu'une nécessité. Ça nous aide beaucoup. Qu'est-ce que vous faites ici? On fait des réunions ici. On donne tout le village là même pour venir faire les formations de docteurs, de tout vient ici pour le faire de formation.
Dans l'Est, cette autre région où l'insécurité a eu raison de pas mal de projets de développement, mais le FPDCT, lui, se tient aux côtés des collectivités pour accroître leur niveau de vie. Au conseil régional, la réalisation d'un hôtel permet de prendre en charge 25% des salaires. D'autres infrastructures ont également vu le jour. Nous avons réalisé beaucoup d'écoles, beaucoup de CG, beaucoup de forages et nous sommes en train de réaliser 2 grandes salles de réunion pour renforcer maintenant la capacité d'accueil en termes d'infrastructures au niveau des réunions et également des bureaux. Parce que ce bâtiment que vous voyez est construit depuis 2009-2010 également est saturé. Actuellement, nous avons beaucoup de personnel et ils sont assis 2 fois 3, 4, 4. C'est grâce au fonds permanent que nous sommes en train d'élargir nos bureaux pour permettre à chacun d'être à l'aise pour pouvoir travailler convenablement. Le même constat est fait dans la région du Centre-Nord où les financements de projets font la fierté des autorités déconcentrées. Des dizaines de boutiques de rue pour dynamiser l'économie à Piscila, considérée comme l'un des poumons économiques de la région. La construction de la mairie de Kaya sont entre autres les fruits de la collaboration entre le FPDCT et la collectivité territoriale. Autre conseil municipal bénéficiaire des projets, c'est celui de Guiba dans le Zonouégo, dans la région du centre-sud. Le jardin du maire a été réalisé pour offrir un cadre de rencontre aux populations. L'initiative qui permet également à la commune de faire des recettes n'est qu'un échantillon des réalisations dans cette région où les investissements du fonds sont évalués à près de 3 milliards de francs CFA entre 2011 et 2018. Les compétitions du genre se multiplient. De plus en plus, des joutes oratoires sont organisées dans presque toutes les catégories d'élèves et d'étudiants. L'une d'entre elles vient de livrer son verdict. Le lycée Notre-Dame d'Espérance pour les lycées et collèges et l'Institut des sciences de l'entreprise et du management pour les universités sont bien les grands gagnants de la 7e édition du championnat national de débat et art oratoire. C'était au terme d'une finale très disputée, comme nous le dit Arsène Konditamde. La finale du championnat national de débat oratoire a tenu toutes ses promesses. Dans l'arène, les gladiateurs des mots se sont livrés un combat sans merci. Dans la catégorie des lycées et collèges, le lycée Notre-Dame de l'Espérance manie le glaive avec plus de courage et de dextérité. Avec une moyenne de 26,66, il terrasse le lycée Philippe Zenda Kabouré qui obtient 25 de moyenne. S'il vous plaît, n'incluez pas Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans un match de rugby. C'est pas leur travail. À César, c'est qui est à César. Au religieux, c'est qui est au religieux. Au législateur, c'est qui est au législateur. Le respect de certaines valeurs traditionnelles. Comme le temps, que le coup de la famille est une voie de compromis. C'est aujourd'hui l'accomplissement de toutes ces nuits d'efforts, de travail avec le coach, avec tous les camarades débatteurs. On a bataillé pour ça et aujourd'hui on est récompensé, on en est fiers. Le cadre des débats est un peu négligé par les élèves dans le milieu scolaire, or que c'est un cadre qui nous permet de nous exprimer, d'apprendre et surtout d'échanger avec d'autres camarades, tout ça en cordialité, en familiarité. La finale du supérieur est encore plus épique que la précédente. L'Institut des sciences de l'entreprise et du management INSEM et l'Université Saint-Thomas d'Aquin sont face à face dans l'arène de tous les dangers. Pour déterminer l'équipe qui occupera pendant une année le trône de l'oratoire, il a fallu se surpasser pour chacune des deux formations. La limitation du nombre d'enfants permet de contrôler la production des biens et services qui sont nécessaires au bien-être de nos grandes populations. Soit les vendre, oui, et avec un peu de chance, nous serons le premier pays exportateur de bébés sur l'échelle internationale. Pendant plus d'une demi-heure de joute verbale, l'INSEM est déclaré vainqueur de la 7e édition du championnat national de débat oratoire dans la catégorie supérieure. Le débat oratoire, c'est ce que je souhaite même à mon petit ennemi, parce que c'est incontournable dans notre monde. Le secret, ce n'est pas un secret parce que tout le monde le connaît, mais rares sont ceux qui acceptent ce défi. Le secret, c'est le travail, encore le travail. Il ne suffit seulement pas d'avoir des diplômes. Il suffit aussi, ce qui importe, c'est de savoir les exposer, de savoir dire un mot, surtout dans un monde en perpétuel développement. Le thème général de ce 7e championnat de débat oratoire est famille et sexualité. Des manches éliminatoires jusqu'à la finale, les questions de population, de planning familial sont entre autres les sous-thèmes qui ont été traités
par les participants. Nous terminons avec du sport. Le Tour du Faso 2019 est connu pour son circuit. Il a été dévoilé ce 14 août par le comité d'organisation. Le Tour qui passera par le Togo va se dérouler en 10 étapes sur une distance totale de 1205 km. Début de la course le 25 octobre prochain à Ouagadougou. Plus de détails avec Luc Mapelgem. Un détour à Dapang au Togo, sur les pics de Sendou et à Diebougou, c'est ce qu'on retient du circuit dévoilé par le comité d'organisation du Tour du Faso 2019. Sur les 10 étapes au programme, une course contre la montre par équipe sera servie en premier à Ouagadougou le vendredi 25 octobre pour la première étape. Ensuite, il y aura Nagrengo Tenkodogo Dapang, Bitou Koupela, Boussé Waïguia, Ouagadougou Koudougou, Dédougou Bobo Dioulasso, Bobo Dioulasso Sendou, Bobo Dioulasso Diebougou et enfin Kombisiri Ouagadougou pour la boucle le 3 novembre 2019. Le Tour du Faso qui innove depuis l'édition 2018 avec des incursions dans les pays voisins fait un clin d'œil au Togo avec les festivités du 11 décembre qui se déroulent dans la région du Centre-Est. Ce pays voisin à la région sera visité. Cette année, comme vous le savez bien, c'est la région du Centre-Est qui accueille les festivités du 11 décembre. Et, naturellement, le pays voisin, c'est le Togo. On a estimé qu'il fallait aussi faire un clin d'œil à ce pays frère en allant à Dapong. Voilà un peu. Sinon, la Côte d'Ivoire a exprimé effectivement le souhait que le Tour vienne là-bas. Mais nous pensons que l'année prochaine, les Cascades reçoivent les festivités du 11 décembre. Ils sont voisins de la Côte d'Ivoire. On pourrait également faire un clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Donc le souci, c'est de pouvoir aller ouvrir ça aux pays voisins. Mais si on continue à aller au Ghana seulement, les autres, et ceux qui en demandent, que ferons-nous? Au total, il y aura 1205 km de course, 10 régions traversées plus un pays de la CEDEAO qui sera concerné. La cérémonie de présentation des équipes qui avait lieu les veilles de départ se tiendra lors de la première étape pendant l'épreuve de contre-la-montre. Déjà marqué la première étape du tour ici à Ouagadougou pour sonner l'alerte et mobiliser tout le monde pour que les gens sachent qu'effectivement le Tour du Faso a commencé. Parce que les éditions précédentes, bon, souvent c'est à la deuxième, troisième étape qu'on se rend compte que le Tour a commencé. Mais déjà si on mobilise Ouagadougou et maintenant on s'ébranle vers l'intérieur, et on se dit qu'il y aura beaucoup plus d'engouement. Parce que dès que les gens vont partir, les gens seront, en tout cas on se dit, pressé donc de raccueillir l'étape finale encore à Ouagadougou. Et le second titre, c'est pour donner encore de la visibilité aux sponsors, une visibilité additionnelle aux sponsors. La dernière étape Kombisiri-Ouagadougou est la plus courte avec 100,6 km et Dédougou-Bobo-Dioulasso 182,5 km, l'étape la plus longue. Le circuit publié, les étalons cyclistes savent maintenant comment et où ils vont s'engager pour la défense du maillot jaune qu'a remporté Mathias Sorgo à l'édition précédente. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité renouvelée. Je vous donne rendez-vous donc demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30.